Bonjour à tous, bienvenue sur le Clonecast. Je suis 0x Monsieur, novice dans le Web3 et détenteur du Clonix 17184. Ce podcast a pour but d'échanger avec des acteurs de cet écosystème, bien évidemment d'autres Clonix du studio Artefact, mais pas que. Cette émission n'est en aucun cas un conseil en investissement, faites toujours vos propres recherches dans cet environnement volatile. On se retrouve de l'autre côté pour ce nouvel épisode. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du Clonecast. Et aujourd'hui, j'accueille Puceau ou Puceau.eth. Tu me diras tout. Hello, hello. Bah, merci pour l'invitation. C'est un vrai plaisir d'être ici. Donc, bon, comme tu sais, je regardais tes vidéos et j'écoutais pas mal tes podcasts. On avait parlé de faire un petit épisode et maintenant me voilà très content. Merci pour l'invite. Bah, écoute, merci d'avoir accepté. Comme je te le demandais en introduction, qu'est-ce qu'on dit? On dit Puceau ou Puceau.eth? Oh, puceau, c'est très bien. Puceau, c'est très bien. Et ça vient d'où d'ailleurs? Bah, pour l'anecdote, donc ça fait un moment que je suis sur Twitter. Donc, pas Twitter crypto. J'avais un autre compte Twitter auparavant que j'avais fait il y a longtemps. Et à l'époque, j'étais pas mal sur le délire, tu sais, le 18-25, le forum, etc. Et tout le monde est à moitié puceau. Donc, c'était le délire du moment. Et je me suis dit, bon, bah, je vais reporter ce pseudo sur mon compte Twitter. Comme ça va pouvoir me permettre de faire venir quelques francophones sur du Web3. Et ça peut toujours être marrant. Et t'as acheté le nom de l'ENS? Ouais, ouais, je l'ai pour 4 ans encore. Ok, ah, c'est une date de péremption. C'est quoi si tu Ouais, l'achètes pour un an ou Je, ça se passe je l'avais comment? pris pour 5 ans. En fait, tu peux choisir ta période quand tu achètes ton ENS. Et j'avais bien aimé le pseudo. Je me suis dit, ouais, c'est un truc que je veux garder, donc j'ai pris ça. Ok. Et du coup, le NS, t'as deux manières de l'avoir. C'est soit tu le, je sais pas, ça se mint, si c'est le premier, ou sinon tu le rachètes. Ouais, c'est ça. Bah là, comme c'était le premier, ce que j'ai fait, c'est que tu le buys sur ENS Domains, parce que là, c'est un domaine ETH. Et après, bah, il faut que tu le connectes, enfin, faut que tu choisisses ta durée de validité. Que tu le connectes à ton compte. Si par exemple tu veux faire une transaction en Nice, tu peux envoyer l'adresse puceau.eth directement, tu peux taper l'adresse. Et après, lorsque ton domaine arrive à expiration, en général, tu as un mail un peu avant qui te dit voilà, ça expire dans temps, il faut, que tu le recharges. Et maintenant, tu as une sécurité d'ailleurs, c'est après qu'il soit périmé, il est en ce qu'on appelle le temporary premium, et tu as une sécurité supplémentaire pour pouvoir le recharger, pour éviter que les gens le snipe. Ok, ok, ok. Après, je pense pas que beaucoup de gens s'intéressent au domaine puceau. Mais ça c'était surtout pour la hype, tu sais, les 3 digits et les 4 digits. Il y avait enfin, il y avait une hype sur ça l'année dernière, en 2022. Et tout le monde essayait de sniper des noms de domaine 3 digits et 4 digits, genre les 1500. Ouais. Mais toi, du coup, t'en as plus que 4, non? Oui, 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 mais c'était pour Ouais. l'exemple. C'est pour ça Ok. qu'ils ont mis la sécurité. D'accord, ok. Ok, ok. Mais je sais plus comment on est rentré en contact. Je me demande si on s'était pas retrouvés ensemble dans des spaces de Proof of French. Ouais, Je sais plus aussi. Et exactement. ouais, ouais. En fait, je regardais tes vidéos, les 1 to 10 ish. Et après, on s'était retrouvés justement dans les Space Proof of French. Et on avait discuté, il me semble. Et c'est comme ça qu'on était rentrés en contact. Ouais, ok. Ok, ouais, je me souvenais plus exactement. Et toi, du coup, t'es arrivé comment dans le Web3? Est-ce que c'est par une collection NFT, une crypto? Par Twitter? Alors, donc moi, c'est particulier. Donc, j'ai pas la prétention, donc comme certains de tes invités qui sont déjà venus sur le podcast, de dire que je suis un self-made, que j'ai commencé de zéro, que je me suis fait moi-même, etc. En fait, moi, je suis rentré dans le Web3 par une rencontre. À un moment de ma vie, j'ai été amené à rencontrer une personne que je considère comme un véritable virtuose du Web3, qui est très très doué dans ce domaine, que tu as déjà reçu dans un podcast d'ailleurs. C'est Monsieur Foot, évidemment. Ouais, Euh, l'épisode et, sera et sorti.
L'épisode sera sorti en effet. Et c'est cette rencontre. On a été amené à discuter de ce qu'il faisait. Après, moi, les investissements, j'avais un background d'investisseur en bourse. J'avais quand même cette casquette-là. Et je connaissais pas du tout tout ce qui était Web3, crypto, NFT, tout ça. J'en avais déjà entendu parler auparavant, lors du premier pump en 2014, ou un truc comme ça. Ça parlait, il y avait quelques personnes qui avaient parlé du Bitcoin. Mais à l'époque, enfin moi, ça me passait au-dessus de la tête. J'avais pas du tout fait attention. Et on a discuté et cet environnement-là m'a intéressé. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter ma chance également. Sachant que moi, je suis pas un adepte de la technologie. La technologie, c'est bien, très bien, ça permet de faire beaucoup de choses. Mais moi, je suis là surtout pour tout ce qui est spéculation et l'aspect financier. C'est tout ça qui m'intéresse. Donc c'est de faire grossir ton patrimoine. Ouais, voilà, Ok. exactement. Après, comme je t'ai dit, enfin, j'associe pas une énorme partie de mon patrimoine dans tout ce qui est crypto-monnaie. C'est surtout pour me faire plaisir. Et si je peux en tirer un bon billet, c'est toujours intéressant. Après, quand j'ai commencé, quand Foot m'a appris, enfin m'a expliqué comment ça se passait, on dirait que j'ai compris que c'était un environnement assez risqué, assez volatile, que sur une fausse manip tu peux tout perdre, donc faut vraiment être prudent. Donc d'où l'importance d'avoir des cold wallets, d'avoir plusieurs wallets, pas laisser ses coins sur les exchanges parce que c'est pas vraiment les tiennes, etc. Enfin, bref. Et c'est voyant à quel point ça allait être complexe de commencer de zéro. C'est pour ça que foot m'a aidé et qu'il m'a encouragé à commencer petit. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé bon, pas de zéro, mais je mettais des petites sommes par mois quand je commençais. Et en fait, ma chance, c'est que je suis rentré. Donc j'ai découvert tard hein, l'écosystème. J'ai découvert ça j'ai découvert en 2021, fin 2021, pendant le bull run, mais je m'y suis mis en avril 2022. Donc juste après la baisse. Donc je suis rentré sans le savoir au bon moment. Et à cette période, je découvrais les NFT, et il y avait l'arc Freemint pour les NFT. Et j'ai bien grind enfin, les Freemint, etc. J'ai pu faire des bonnes plus-values. Et c'est ce qui m'a incité à rester et à prendre progressivement de plus en plus de risques, tout en restant bien sûr, en restant censé un minimum. Hein. On ne fait pas les débiles non plus, mais plus on progresse, plus on avance, plus on peut se permettre de tenter des trucs risqués. Et du coup, tu faisais tes moves plutôt sur des NFT du coup. Ouais, à l'époque, je faisais mon DCA. Je faisais un DCA classique sur BTC, ETH, Sol. Et en parallèle, je faisais des moves enfin, j'essayais en tout cas de faire des moves sur des NFT. Ok. Et plutôt des NFT artistiques ou PFP? Vraiment des merdes, hein, tout et n'importe quoi. Hein. Ok. Tout et Et n'importe tu... quoi. En fait, au début, c'était surtout les merdes. Et après, quand j'ai commencé à m'intéresser un peu plus au domaine, j'ai commencé à acheter des NFT que je pourrais garder plus longtemps et pas flip dans l'heure ou des NFT d'artistes un peu plus reconnus et que j'étais content de garder. Par exemple, des Kevin Abosch, des Max Osiris, des choses comme ça. Ok. Et comme tu faisais des moves, on va dire, un peu dangereux, et que tu Ouais, continues, mais on y viendra après, c'est c'est- ouais. c'est quoi ta règle par rapport à ton portfolio? Tu dis, je mets pas plus de, je sais pas, 1%, 5%, 10% sur un call, comment tu t'organises? Ou ça va dépendre du Bah projet? après, faut voir la gueule du call. Hein. Si c'est un truc hyper risqué, tu mets entre 0,1 et 0,5% de ton portfolio, hein, pas plus. Hein. Après, faut voir à quoi ça ressemble. Mais, déjà, pendant l'arc free mint, bah, tu pouvais y aller sans problème parce que tu payais que les gaz. Et à l'époque, enfin, c'était relativement cheap. Du coup, pas besoin de réfléchir. Après, pour des projets un peu plus avancés, bon, faut rester raisonnable quant à l'organisation de ton enfin, de ton bag.
je pense pas qu'il y ait vraiment de meilleure stratégie parce que tout dépend de comment tu veux prendre tes risques. T'as des mecs qui font des moves ultra risqués, qui mettent 50% de ce qu'ils ont à chaque fois et ça passe. Bon, tant mieux pour eux, mais moi, je fais pas ça. Moi, c'est maximum ouais, 5% sur un move. Et 5%, Ok, c'est énorme déjà. ok. Donc toi, tu as plutôt une stratégie de faire des choses risquées avec de gros multiplicateurs, mais mettre une petite mise. Ouais, ouais, c'est Ok, ça. En fait, il y a des projets dans lesquels je crois, qui sont un peu plus solides, dans lesquels je me permets de mettre plus. Et pour me faire plaisir, parce que j'aime bien faire des moves de merde parfois pour le fun. Notamment récemment avec tout l'arc meme coin sur Solana, ça c'est tu peux faire des sacrées choses genre avec le bon le dog Bifat, etc. Sur ça tu peux y aller, ouais. Tu peux tenter de la merde, mais ce que je fais c'est que ouais, je mets une petite partie, comme ça si c'est perdu bah en fait je m'en fous, c'est pas grave. ok. Et tu fais comment pour suivre, ou tu faisais comment, parce que avant, tu étais plutôt sur les NFT, aujourd'hui, tu es un peu plus sur Ouais, les shitcoins, je crois. Euh, ouais, c'est ça. du coup, durant cette année 2022, quand tu étais plus sur les NFT, comment tu gérais Ouais. aussi ton portfolio pour le suivre? Parce que c'est vrai que moi, je trouve que c'est assez difficile, et pourtant, je n'estime pas de faire de trading, etc. Mais quand tu Ouais. commences à acheter et vendre plusieurs NFT, des fois bah, des petites dizaines, bah, pour savoir où Mhm. t'en es, mis à part si tu as ta somme de départ, tu sais pas trop ce que tu as fait, combien de fois tu as été gagnant, combien de fois tu as été perdant. Est-ce que tu Ouais. regardes du coup ta balance ou comment tu gères un peu ça? Bah déjà il faut que tu fixes ta stratégie. Si tu achètes par exemple une collection et que ça décolle, comment est-ce que tu fais pour t'organiser? Est-ce que tu gardes tout et t'attends que ça monte jusqu'en haut ou est-ce que tu t'organises autrement? Moi, j'étais plus partisan de bon quand si par exemple tu as fait un free mint, tu as pris 5 NFT, un coup 6 NFT, et que tu fais et que ça monte assez haut, bah tu vends la moitié, au moins la moitié. Comme ça, tu sécurises la mise de départ et le reste c'est free ride. Comme ça, t'es serein. Et à peu près pareil sur les shitcoins. J'essaye, en fait, à x2, j'essaie de vendre la moitié et après d'être en free ride. Après, ça dépend. S'il y a vraiment des coins sur lesquels je suis confiant, tu vends que un quart. Mais en général, c'est plus la moitié. Et après, pour répondre à ta question, comment je faisais pour suivre, euh, pour trouver les calls, j'étais en relation avec d'autres gars qui faisaient comme moi et j'avais aussi un, entre guillemets, alpha, comme toi, t'en parles dans tes vidéos où il y avait justement un caller qui faisait des moves sur des free mint. Donc ça m'a permis de... Bon, après, je me suis pris des baffes aussi sur ça, hein, évidemment. Mais ça m'a permis, c'est ça qui m'a permis de trouver des projets intéressants. Après, je faisais mes propres recherches aussi, hein, évidemment. Tu peux pas mettre ta confiance entièrement dans un random sur Discord qui balance des calls. Et pour suivre après, matériellement, bah, tu as des outils qui te permettent de créer des portefeuilles virtuels pour suivre ton augmentation ou ta baisse de plus-value. Alors, tu as des trucs intégrés sur certains sites, sur CoinGecko par exemple, où tu peux rentrer des opérations avec le prix de revient unitaire de chaque, euh, de chaque crypto. Ok, j'utilise pas CoinGecko, j'utilise l'application Delta, je sais pas si tu connais. Non, Ouais, c'est une app aussi où tu rentres. Enfin, moi je le fais manuellement parce que je refuse de connecter mes wallets, mais tu ouais, peux aussi connecter tes adresses, pareil. etc. C'est pareil sur CoinGecko. Je crois que sur CoinMarketCap, tu peux faire ton portfolio virtuel aussi. D'accord. C'est ça qui te permet de voir si bah, au bout d'un an, tu as fait plus 50%, tu as fait moins 30%. Sur ce NFT, bah, tu mets la valeur en X et tu vois ce que ça donne. Ok. Du coup, si je comprends bien, donc tu te positionnais, on va dire en 2022, si on revient un peu sur la NFT dans la Ouais, timeline, sur des collections, on va dire un peu des ou beaucoup des. T'achetais même plusieurs ouais. NFT, peut-être pas que un ou deux, mais 3, 4, 5, 6, Ouais, peut-être même j'en prenais plus, plusieurs à chaque fois, ouais. pour sécuriser ton invest si ça montait, et puis après aller to the moon, comme on dit. Et après, le reste, roue libre, hein. C'est la cave où parce que c'est après chacun fixe sa stratégie. Mais moi, ma stratégie, c'était si je rembourse ma plus-value, bah le reste, je suis serein. Après, il faut pas trop grid non plus, évidemment, parce que après, tu peux te mordre les doigts.
Hmm. Mais ouais, t'étais un peu plus tranquille. Après, je reprécise bien sûr que je faisais un DCA beaucoup plus important, donc sur des coins solides, comme je t'ai dit tout à l'heure. Et c'était une petite partie de ce DCA qui partait dans la shitcoinerie. À l'époque, comme c'était free mint, tu pouvais y aller, hein, tu te faisais plaisir. Ouais, donc tes plus-values, c'était la cerise sur le gâteau, et si tu faisais des Ouais, moins-values, ça changeait pas grand-chose à ton DCA global ouais. dans les Euh, cryptos. Après, t'avais certaines collections sur lesquelles ça pouvait aller haut. Si ça marchait pas, c'était free mint, tu t'en fous. Si ça part, bah t'es content, hein. Ça te rajoute une bonne partie de ton DCA mensuel. Ouais, ok, je comprends. Et du coup, donc tu as cette stratégie-là en 2022 et en 2023, ou c'est à quel moment où tu passes sur les shitcoins? Parce qu'aujourd'hui, quand on échange, tu fais beaucoup de moves Ah sur oui, les shitcoins. ouais. Et quand as-tu fait la transition et pourquoi? Alors, donc là, on recontextualise. Je découvre tout le Web3, donc enfin, je m'y mets en début 2022. On arrive fin 2022 et là, pause. Je sais pas pourquoi. Je sais pas quel était mon mood à ce moment, mais j'en avais marre et je me mets hors des NFT, des cryptos pendant un moment, pendant genre 5 ou 6 mois. Je continue bien sûr à faire mon DCA tous les mois, que j'augmente au fur et à mesure. Mais je fais plus de moves de merde, je regarde plus trop les charts et je me dis ouais, je vais investir tranquillement et on va voir ce que ça va donner. Et ensuite, donc on se retrouve en 2023, donc mi-2023. Et là, coup de théâtre, je me retrouve au chômage par divers mystères, etc. Enfin bref, je perds mon travail et ayant perdu mon travail, il me faut pendant que j'en recherche un, il faut que je m'occupe un petit peu, évidemment, parce que les journées sont longues. Et je me rappelle de tous ces moments que j'ai passés et tous ces graines dans tout ce qui était crypto, NFT, les shitcoins, etc. Et je me dis, ouais, en fait, là, dans 2 ans, il y a peut-être potentiellement un bull run qui va revenir. Moi, personnellement, j'ai pas connu de bull run encore. On m'a juste rapporté comment ça se passait. Et j'ai eu la chance de commencer donc, dans une période d'accumulation, ce qui m'a permis de préparer un bag. Et je me dis, ouais, ce serait dommage de pas pouvoir en profiter. Donc, je me remets dans cet écosystème et je me dis, cette fois, tu vas explorer plus en détail, tu vas prendre plus de risques. Parce que, contrairement, ça peut paraître paradoxal, mais je faisais pas mal de moves sur de la merde, mais je prenais peu de risques. Parce que j'allouais un pourcentage faible de mon portfolio à chaque fois. Et je me dis, bah, maintenant, tu vas faire des trucs que tu n'as pas eu l'habitude de faire et tu vas prendre beaucoup plus de risques. Bon, graduellement, progressivement, hein. On fait pas des trucs, on fait pas des all-in non plus, on n'est pas débiles. Mais tu vois ce que je veux dire. Et du coup, bah, je reprends contact avec Foot. Je lui dis voilà, j'aimerais faire tant, ça c'est mon objectif pour dans 2 ans. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comment est-ce que je fais pour me remettre dans cet écosystème? Et on discute stratégie et je me remets en selle. Et depuis, j'y suis toujours. Ok, intéressant. Et du coup, quand tu as repris en 2023, tu reprends sur les NFT ou sur les shitcoins? Ouais, alors je reprends un petit peu sur les NFT. Je repars avec la collection qui m'a fait rester dans cet écosystème. Donc c'est les LEP, mais bon, ça on en parle tout à l'heure si tu veux. Euh, et je me dis, je vais explorer des zones que j'ai pas encore explorées. Donc je sors un peu de tout ce qui est NFT. Je m'intéresse à la DeFi, je m'intéresse au stacking, je m'intéresse à tout ce qui est airdrop, les testnets, etc. Je m'intéresse également, enfin, c'est un grand mot, hein, je vais pas oser appeler ça du trading, mais ouais, du gambling sur les shitcoins, on va dire. Parce que je me considère pas trader personnellement, pas la prétention de dire ça. Mais voilà, Ok, en donc gros, tu touches un peu en tout. ouais, je me dis, j'aimerais bien, en vue de ce qui va se passer, maîtriser un maximum de choses sur l'écosystème au global.
Et c'est ce qui m'incite du coup à sortir de ma zone de confort, parce que j'avais tendance à trop rester dans justement cette zone de confort et j'ai raté des trucs. Je m'en mords encore les doigts, hein, mais bon, ça c'est facile à dire après. Mais parce que soit j'avais peur d'un risque, soit j'avais la flemme, je suis passé à côté de plein de choses. Ok. Je peux les citer, hein, les Goblin Turn à 0,05 is, il fait ouais, mais je pense que ça va pas monter plus haut, etc. Bon, voilà, hein. C'est monté Ça à c'est 8, un non? Un exemple truc comme ça? Ouais, ouais, les plus beaux, ça partait à 12, je crois. Mais t'avais un Waouh. FPS pendant une semaine, ouais. Ouais, Bon, bon, tranquille, après, hein, c'est avec comme des ça qu'on scies. apprend. Bah oui, c'est facile de se faire, de refaire le monde, hein, mais bon, tu peux jamais connaître le top, tu peux jamais connaître le bottom. C'est pour ça que je pense qu'avoir une stratégie, c'est pas déconnant. Et s'y tenir surtout. Ça, c'est le plus difficile. Je te donne un Exactement. exemple. Mes bagues de coins solides. Donc, ce que j'appelle coins solides, c'est BTC, ETH, et après quelques altcoins du top 20 ou top 30 à la limite. Celle-là, ça, c'est des trucs que je vais pas vendre tout de suite. Je vais attendre ouais, fin 2024 pour le BTC et début 2025 pour les altcoins. Par contre, sur des shitcoins, là, dès que je fais enfin, dès que je fais un x2, je vends la moitié sans problème. Donc, tu es très très passif sur les bases solides, on va dire, et Ouais, très solide actif à à l'inverse définir, mais sur, ouais. sur ce qui est carrément risqué. Ouais, mais ça, c'est depuis pas longtemps, hein. C'est vraiment depuis, c'est quoi? Ça fait un peu plus de 6 mois là. Ouais, depuis le milieu de l'année dernière. Ok, ça marche. Et tu as Parce que évoqué. ouais, pardon. Non, vas-y, vas-y. Non, je disais, il faut pas garder de cheats. Il faut essayer d'en garder le moins possible. Même si tu vois des gens qui font, ouais, j'ai mis $100, j'ai sorti 1 million, ok, très bien. Pour moi, tu as autant de chances de gagner au loto sur des moves comme ça. Parce que si tu es prêt à faire un fois 1000, tu dois être prêt à faire un divisé par 1000 aussi. Ça va dans les deux sens. Alors que sur un truc solide, tu peux te prendre des moins-values, mais bon, tu perdras pas l'intégralité de ton portfolio à zéro du jour au lendemain. Alors que sur les shitcoins, c'est un truc qui peut arriver. Bah, comme je te disais avant le call, là, juste avant l'interview, j'ai fait un move. J'ai fait un x2 sur de la merde. J'ai sorti la moitié. Donc j'ai récupéré un peu plus que ma mise initiale. Et direct après, ça a rug, ils se sont barrés avec la caisse, bon, classique. Et comme on était préparé, on a respecté la stratégie, on n'est pas impacté. Ouais, c'est avec l'expérience, ça. Qu'on est Ouais, moins impacté. après, ouais, je fais le mec, mais au début, je me suis pris des sacrés taux, là, hein. Ça, c'est le passage obligé, hein. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est ce qui m'a commencé vraiment petit. C'est que, quoi que tu fasses, même si tu es très bon, si t'es vraiment rigoureux dans l'apprentissage de tout ce qui est Web3, tu feras des conneries. Et tes conneries, au fur et à mesure, elles vont te coûter de plus en plus cher. Donc, plus tu les fais tôt, mieux c'est. Comme ça, normalement, si tout va bien, tu les refais pas après. Ouais, puis c'est comme ça qu'on apprend, hein, c'est qu'on se prend les dents. Ah ouais, t'apprends à la dure, hein. Ce monde-là, ça a aucune pitié, hein. Comme on disait au début, sur un move, tu peux perdre tout ce pourquoi tu as travaillé pendant des années. Ouais, C'est puis horrible, hein, je pense qu'il faut en plus se confronter un peu aux choses pour vraiment que ça rentre. Parce ouais, que, bon, de voir quelqu'un perdre un peu d'argent, enfin un peu ou beaucoup, de toute façon, un peu, ça dépend pour qui, et beaucoup aussi. Mais si ouais, c'est bien pas sûr. toi vraiment qui a fait les conneries, qui a perdu de l'argent ou qui a fait autre chose, bon, t'apprends un peu moins fort, Ouais, et entre quand tu vois guillemets. chez les autres, tu dis ouais, ça va pas m'arriver, tranquille, machin. Et quand ça t'arrive, tu réfléchis à deux fois. Exactement. Et tu as évoqué tout à l'heure, du coup, qu'il y avait une collection qui t'avait permis de rester dans l'écosystème. Ouais. Euh, et d'ailleurs, c'est la PFP qui sera sur la miniature du Ah, podcast quel plaisir. ou alors de la miniature YouTube sur YouTube. Et c'est vrai que tu m'en avais un petit peu parlé. On avait échangé ensemble il y a quelques jours, quelques semaines. Tout à fait, ouais. Et j'ai halluciné le week-end dernier parce que j'étais à Paris et je suis allé à la NFT Factory. Et la NFT Factory, il y a, bon, sans dire un peu comment trop ça se passe, mais en gros, il y a différents espaces qui expliquent différentes, on va dire, méta ou périodes dans les NFT. Et il y a un coin Mhm. sur les PFP. Et Ouais. il y a carrément une partie sur les dérivés des CryptoPunks. Et je l'ai sous les yeux. C'est écrit, comme ça introduira la collection. Avril 2021.
Low Effort Punk, redessiné à main levée, les lettres sont émis au compte-gouttes à un prix très bas et sans utilité, ce qui limite volontairement les possibilités de spéculation. Ah Et ouais, donc t'as voilà, tout c'est bien ça, résumé, ouais. l'introduction à la collection dont tu es holder. Et donc tu m'as beaucoup parlé. Est-ce que tu Ouais. peux nous en dire un peu plus comment tu as découvert ce truc et pourquoi tu y es si attaché? Bah, avec plaisir, hein. Si ce podcast peut permettre de mettre un peu de lumière sur cette collection, bah, c'est avec grande joie. Donc, je vais essayer d'être synthétique parce que comme je t'ai dit l'autre jour, cette collection, je pourrais en parler pendant des heures. Vraiment, il y a tellement de choses à raconter dessus. Je vais essayer de résumer le plus simplement comment j'ai découvert, quel est le principe, etc. Alors, cette collection, donc c'est une des premières collections dérivatives des CryptoPunks. Et ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque des CryptoPunks, quand ça commençait à être assez hype, il y a pas mal de personnes qui ont lancé des collections dérivatives, mais qui étaient des purs cash grabs, hein. C'était juste pour prendre l'argent de tout le monde et ça se barre avec la caisse après. Et si le projet meurt, bah, ils s'en foutent. Ils étaient juste là pour vendre leur merde. Et en fait, cette collection, paradoxe, ça a été créé pour justement se foutre de la gueule de ce genre de cash grab. Et le style donc la collection s'appelle les Low Effort Punks, donc les punks avec zéro effort. En fait, l'idée c'est que le créateur, il a repris tous les punks, les CryptoPunks existants, et il les a refait à sa sauce, genre tous en 1 minute, sans le moindre effort. Voilà, ça c'est le contexte. Comment j'ai découvert cette collection? En fait, quand j'ai débuté dans le Web3, comme je t'avais raconté avec l'aide de Mister Foot, que je remercie d'ailleurs au passage dans cette vidéo. Lui, il était très early dans la collection. Parce que ce qu'il faut savoir, ce que tu as vu sur à la NFT Factory, c'est que ça a été créé en 2021. En fait, la collection est plus ancienne. Je crois que je t'avais expliqué quand c'était appelé l'autre jour. En fait, la collection, elle a été créée en 2020. Donc, juste au tout début du bull run de 2020 à 2021. Mais le problème, c'était que la première collection, elle a été compromise. Parce qu'il y avait le wallet associé à la collection qui avait eu des problèmes. Et en gros, les punks de 2020 ont été émigrés, enfin, ont été remis sur la collection de 2021. En gros, c'est ça l'histoire. Au niveau, euh, au niveau de la communauté enfin, de cette collection, et c'est ce que Foot m'avait dit, c'est que il m'avait dit, va voir dans cette collection, c'est marrant, il y a que des mecs fous dedans. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette collection, je vais grossir le trait, mais c'est un mouvement un peu anti-blue chips, artiste indépendant, plus tourné vers le même. Je m'en fous de faire des sous, je préfère soutenir ma communauté, etc. En fait, on est plus proche de la dérive sectaire que de la communauté en elle-même. Je t'avais donné quelques exemples, je crois, de personnes qui étaient dans la communauté. Je crois que ça t'avait intéressé d'ailleurs. T'as des gens qui, ouais, enfin, t'as des gens qui se tatouent LEP, t'as des gens qui tiennent des collections NFT de eux qui chient par terre et qui mintent leur merde sur OpenSea. T'as des gens qui se font des face tats. T'en as qui sont allés en tôle. Enfin, c'est beaucoup de gens bizarres. T'as des drogués aussi. Très underground là. Ouais, ça fait beaucoup de monde. Voilà. Et en fait, c'est ça qui m'a fait rester dans le Web3. C'est que j'étais attaché à cette communauté. Ça, c'est un message que beaucoup ont évoqué. Par exemple, que ce soit avec Clonix, que ce soit avec les makes ou les. En fait, la communauté, c'est ce qui te permet de rester dans le Web3. Parce que indirectement, tu deviens attaché quand même à ce que représente ton image. Et puis ça rajoute plus de sentiments qu'une crypto-monnaie, par exemple. Ouais, exactement. Après, ce que je peux dire de plus sur cette collection, c'est que en fait, au niveau de la mentalité de la collection, tout est low et forte. Genre que ce soit dans les échanges avec les différents holders, tu mets pas de majuscule, t'écris vraiment une phrase à l'arrache ce que tu veux dire. Au niveau du process de vente également.
Il y a toute une histoire derrière le process de vente. Le propriétaire, le créateur de la collection, qu'on appelle Mister LEP, il postait parce que maintenant la collection a été mintée au complet, mais en fait, il sortait ses NFT quand il avait entre deux branlettes ou je sais pas ce qu'il faisait, mais il en mintait deux ou trois par semaine ou deux ou trois par jour, ça dépend. Et quand ils étaient prêts à être mintés, il mettait un message sur Twitter qui disait en gros préparez-vous. Et lorsque le NFT était listé, il était listé à 0,01 ETH. Et il sera jamais listé plus que ça. Parce que, comme je te disais, le message de LEP, il est plus centré sur la communauté que pour que faire de l'argent. Donc c'est pas cher et il y en a très peu finalement. La supply est super Ouais. contrôlée. Ouais. Alors maintenant, elle est montée à 10 000 parce que il y a eu un épisode en fait. Il a mis plus de 3 ans. Enfin, il avait failli mettre 3 ans à minter ses NFT et du coup, il a eu un petit rappel de OpenSea parce qu'il était considéré comme lazy minting collection. Et ouais, parce que en fait, il sortait ses trucs et il les laissait tourner. Il faisait ça quand il avait le temps. Et OpenSea lui a mis un rappel, en gros, ouais, si tu sors pas les 10 000 avant, je crois s'il y avait un mois, non, 3 semaines. Avant 3 semaines, ta collection elle va être bloquée. Sachant que sur les 10 000, il y en avait sorti genre 6 000. Du coup, en 3 semaines, il a dû en faire 4 000 à la main et les vendre rapidement. Ok. Et ça a créé des problèmes parce qu'il y avait des bots, etc. Enfin, du coup, il a pas listé la totalité. Il y a une partie qu'il garde pour plus tard. Que c'était une sacrée aventure en interne. Hein. Ça, c'était incroyable. Ouais, parce qu'aujourd'hui, quand on va sur OpenSea, il y en a à peine 2000, non? Euh, De non, lister. Non, t'en as 8 000 en tout, mais t'en as qui n'ont pas encore été listés. Parce D'accord, que ok. justement, comme il y a eu les problèmes avec les bots, euh, ils, euh, ils s'y réservent pour plus tard pour pouvoir privilégier les gens qui veulent les avoir en règle plutôt que des mecs qui payent un bot pour en choper. Dans les OS Snipe, les trucs comme ça. Ok, ouais, parce que le floor, il est à 0,014, donc en fait, à 0,01, si tu le mets au floor, tu fais déjà du profit, en fait. C'est ça. Et quand j'ai débuté, c'est ce que je faisais. En général, tu avais le floor qui était à 0,02 ou plus. Donc j'en achetais un, parce qu'il fallait être rapide, hein, c'était premier arrivé, premier servi, hein, et forcément il y avait du monde qui le voulait. Ce que je faisais, c'est que j'en achetais un, je le revendais, et avec l'argent que je m'étais fait, bah, je m'en rachetais deux ou trois, ça dépend, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que j'ai pu grossir mon bag. J'en ai pas mal actuellement, j'en avais plus avant, mais j'en ai vendu quelques-uns quand c'était monté assez haut, enfin au pic. Enfin au pic, assez haut, ça reste modeste, mais c'était le plus haut, c'était en dessous de 0,1, le floor. Ok. Et pour moi, cette collection a un potentiel assez. Enfin, elle a un potentiel pour ce qui va se passer dans un an et demi. Enfin, si ça se passe, bien sûr. Hein. Mais j'ai pas mal de raisons qui me font penser que ça peut être intéressant d'en avoir ne serait-ce qu'un. Après, c'est une petite prise de risque, hein, évidemment. 0,015, ça va pas vous tuer. Je suis pas en train de vous dire mettez toutes vos économies dans les LEP, mais ça peut être intéressant d'en avoir un et de s'intéresser aux histoires de la communauté, parler avec les membres, etc. Et du coup, j'imagine qu'il y a, par rapport à la mentalité de ce que tu expliques, il y a beaucoup Ouais, de holders, en fait. Les gens ouais, ont il y en a tendance pas à les mal. garder, je pense, non? Ouais, il y en a peu qui les vendent. Ou ceux qui les vendent, ils en ont 200 et ils en vendent quelques-uns pour acheter autre chose. Mais ouais, il y a et les holders sont assez proches. Ils parlent souvent sur Twitter ou dans les Discord. Ok, ouais, ils se les échangent presque entre eux. Ouais, ouais, il y a aussi une DAO low et forte. Et ça, je crois que je t'en avais parlé. Il y a la DAO LEP. Ça se résume à envoyer des stickers de Lambo dans un Discord. Ah Parce oui, que oui, il y a un adage, c'est One LEP, c'est One Lambo. Si t'achètes un punk, tu vas avoir une Lambo. ah, je vois qu'il y en a un dans les gros holders qui s'appelle Lambo Whale. Ouais, Lambo, et lui, c'est une légende.
Lui, il est vraiment très très riche. Il avait créé une startup et il s'était mis bien pendant le dernier bull run. Et lui, il a beaucoup beaucoup de LEP. Ok. Et, Et ce qui est- ouais, et les trades rareté sont similaires, comme c'est les mêmes que les CryptoPunks. Est-ce ouais, qu'il y a ces c'est jeux les aussi de mêmes. rareté? Ouais, c'est pareil. Exact. Bah ouais, par exemple, bon, les apes et les aliens, c'est impossible de les avoir, mais par exemple, les hoodies, si tu te débrouillais bien, si t'étais le premier, moi j'en ai chopé plusieurs et ça partait, tu pouvais faire un x10, x15 par rapport à ta mise de départ. Ça Ok. partait à 0,15 facilement, un hoodie. Après, en général, LEP, c'est un mec un peu anti-système. Genre, lui, il va toujours mettre le prix minimal à 0,01 et quand il veut vendre des belles pièces, il va plutôt faire une enchère. C'est pas lui qui va dire c'est moi qui fixe le prix, etc. C'est vous qui décidez. Donc quand il veut vendre un alien ou un ape, il le met en enchère et c'est celui qui donne le plus qu'il aura. Ok, je vois. Et du coup, c'est eux qui t'ont fait rester un petit peu dans l'écosystème. Et aujourd'hui, tu t'amuses avec les shitcoins. Est-ce que, comme ils sont un peu fous, c'est un peu underground et tu fais des trucs un peu underground aussi, est-ce qu'il y a un lien entre Ouais, les alphas que tu pourras avoir sur des shitcoins, par exemple, et la collection, ou c'est deux choses vraiment séparées? bah forcément, tu sais, on communique, on échange. Après, la majorité des gens dans LEP, ils sont plus là pour faire les cons sur Twitter et supporter les artistes indépendants. T'en as pas mal qui trade aussi. Euh, Après, si enfin, forcément, j'ai des alphas sur LEP. Pour moi, c'est pas déconnant d'en avoir au moins un. Bon, je vais pas forcément dire tout ce que je t'avais dit au téléphone l'autre jour parce que j'ai pas envie enfin, que tout le monde s'y rue sur la collection sans regarder un peu le concept. Mais ouais, en fait, c'est une bonne base pour échanger sur pas mal de sujets. Au-delà de tout ce qui est shitconnerie ou faire de la merde sur Twitter, tu peux vraiment parler de sujets sérieux avec ces personnes-là. Qu'est-ce que je voulais dire également? Ah oui, forcément, étant avec des gens parfois un peu border, voire répréhensibles par la loi, tu vois des comportements enfin, tu vois des comportements spéciaux parfois, on va dire. Et ça m'a amené, oui, à faire des trucs underground, évidemment. Alors après, toujours en restant, voilà, hein, on fait pas de dinguerie non plus, mais par exemple, LEP, il voulait sortir un livre physique. Il a demandé à tous les holders qui étaient investis dans la collection d'envoyer un PDF, enfin, une page PDF, et c'est ta page du Web3, tu mets ce que tu veux sur ta page. Et, et avec Foot, on avait mis des trucs, des trucs bien débiles, on va dire. J'ai été amené aussi à faire bah, je suis musicien de base, hein, je suis batteur dans un groupe de métal. Ça, je sais pas si je t'avais dit. Je fais de la basse aussi. Euh, et j'avais fait un cover pour LEP. Peut-être que je t'enverrai et tu pourras mettre un extrait dans cette vidéo, mais c'était vraiment un truc vraiment low effort, justement, pour respecter la mentalité de la commune. C'est un Bon, truc que j'ai fait en 1 minute, sans effort, à l'arrache, pas dans les temps. Enfin, peut-être qu'on mettra, on verra. peut-être on mettra en conclusion de l'épisode. Bon, bah, je pense que tu auras attisé la curiosité des gens un peu bizarres qui nous écoutent et on aura repoussé les autres. Mais ouais, j'avais trouvé ça intéressant comme concept, parce que c'est très différent de ce qu'on peut voir. Et s'ils ont été mis à l'honneur aussi, bah, je m'en remets encore pas à la NFT Factory. C'est peut-être pas pour rien non plus, donc vous irez voir ce qu'il en est. Donc, tu es très investi dans cette collection, tu t'es rapproché des shitcoins sur les derniers mois. Est-ce qu'il y a d'autres collections qui t'intéressent ou pas, ou vraiment non, tu te concentres que sur LEP et les shitcoins maintenant? Pour conclure sur LEP, c'est un des seuls punk dérivatives qui a tenu depuis 4 ans, qui est toujours présent aujourd'hui, et avec des ventes régulières et une communauté derrière qui est impliquée. Donc pour moi, vraiment, c'est pas déconnant d'en avoir ne serait-ce qu'un, parce que bon, c'est une collection qui est très connue dans le milieu.
même si ça en a pas l'air. Il y a beaucoup entre guillemets, whales qui en possèdent, mais qui n'en parlent pas. Et il faut pas sous-estimer la puissance d'un bull run, parce qu'en bull run, il peut se passer des trucs de fou auxquels on n'est pas préparé. Voilà, j'en dirai pas plus, je vous laisse faire vos recherches. Eh ben, magnifique conclusion, ça poussera les gens à Dior, comme on le dit souvent. Bon, Ouais, après, NFA d'ailleurs, ne mettez pas toutes vos économies dedans, etc. Sinon après, ouais, Puceau il a dit ça. Gna, gna, gna. bon, à 0,015, même si on fait Ouais, ça n'importe va, quoi, il y a quand même pas beaucoup de risques. mais ça reste Euh, raisonnable. et du coup, tu es très investi dans les LEP, tu fais beaucoup de choses avec des shitcoins également. Est-ce qu'il y a Ouais. d'autres collections NFT dans lesquelles tu es investi ou dans lesquelles tu aimerais t'investir ou pas du tout, tu t'en restes à ta communauté de cœur? Alors ouais, forcément, ma communauté de cœur l'emporte. Après, je suis évidemment l'évolution des autres collections, entre guillemets, blue chips, si on peut dire. Après, mon avis personnel, c'est que en ce moment, on est dans une période compliquée et tu as d'un côté des blue chips qui ont performé, qui ont été au top en 2021 et qui sont en train de perdre un peu de leur superbe. Et ok, je pense qu'il y en a certaines qui pourront se relever de la baisse. Mais mon avis, c'est que les prochaines blue chips de cette année ou l'année prochaine, à mon avis, elles sont pas encore sorties. Et je pense que si on s'intéresse aux NFT, ce sera peut-être pas les PFP qui vont performer le plus. Ce que je veux dire, ce sera peut-être du smart contract art, du generative art, ou un process qu'on connaît pas encore. Je te prends comme exemple, en ce moment, j'édite pas mal ce qui s'appelle les inscriptions. Donc, en gros, est-ce que tu connais le process? Je crois que je t'en avais déjà parlé. Non, mais pour nos auditeurs, un rappel sera bon, même Ouais, pour moi. en gros, t'as les ordinals sur Bitcoin et t'as les inscriptions sur Ethereum. En fait, ce sont les inscriptions concrètement sur ton NFT classique, par exemple ton clone, ton mutant, etc. Félicitations pour le mutant d'ailleurs, hein, j'ai oublié j'ai oublié de te dire ça. J'aurais dû attendre Euh, 3 semaines, j'aurais payé moins cher, mais merci. ouais, ouais, ça c'est une autre histoire. Euh, qu'est-ce que je disais? Les inscriptions. Ah oui, les inscriptions. En fait, sur ton mutant, sur ton clone, en fait, ton NFT, c'est pas directement ton image, c'est un lien qui te mène à ton image. Sur les inscriptions, ce- c'est un autre protocole qui permet que ton image, elle est vraiment on-chain. C'est une inscription. Et c'est pas un Mm. lien qui renvoie à ton image. Et en fait, je suis rentré sur ça. Je suis rentré dessus en octobre. Donc, par une rencontre. C'était un mec d'ailleurs qui était dans les LEP aussi. Et c'était un des seuls francophones. Parce que, à tout compter, c'est une collection majoritairement américaine, hein. Enfin, les gens sont majoritairement américains. Il doit y avoir six francophones dessus. Et en fait, ce mec-là, c'est un digger. Il est vraiment, en fait, il a un talent pour trouver des trucs early avant tout le monde, investir dedans et faire des fois 100, faire des fois 1000. Bon, il est très très chaud. Et il m'avait parlé des inscriptions et je m'étais intéressé et j'avais pu faire des bonnes plus-values dessus. Et pour moi, c'est un protocole qui peut être intéressant. Je vous donne du alpha ou pas, mais bon, il y a peut-être certains tokens des inscriptions qui peuvent être listés sur Binance, c'est une possibilité, je sais pas. Après, ça veut pas forcément dire grand-chose, mais Je c'est lis toujours ça une là. possibilité. Vous en faites ce que vous voulez, Dior, NFA, etc. Après, ouais, donc comme je te disais tout à l'heure, j'ai voulu sortir de ma zone de confort, donc c'est ce qui m'a amené à farmer des airdrops, faire du stacking, passer par les testnets, etc. Et évidemment, passer par l'Arc Shitcoin, parce que avec le regain de Solana, ça s'est réveillé il y a quelques mois là, il y a 2 mois. Forcément, il y a eu des outils pour permettre la shitcoinerie et j'ai plongé dedans directement. Je me fais plaisir avec ça, comme tu l'as si bien expliqué. Ok, ça marche, ouais, intéressant.
Ouais, donc dès qu'il y a quelque chose de nouveau, toi tu fonces pour vraiment être polyvalent, on va dire, dans l'écosystème Après, et maximiser tes chances de réussir. à prendre avec des pincettes, hein, parce que j'ai vu des trucs nouveaux. Enfin, j'ai fait des recherches et j'ai vu que c'était soit trop compliqué, soit risqué, soit j'aimais pas. Du coup, je suis passé à autre chose. Mais quand je vois quelque chose de nouveau qui peut avoir du potentiel, ouais, je me force à essayer. C'est des choses que je faisais pas avant et qui me faisaient rester. Je vais pas dire rester dans ma médiocrité, mais rester dans ma zone de confort. Voilà. Et passer potentiellement à côté d'autres choses. Et comment tu fais pour dig un peu tout ça? Parce que bon, on a énormément à faire hein, dans le Web3. Il y a énormément de crypto, de projets, de NFT, d'actualités. Euh, Ouais. et en plus, si tu viens chercher dans des nouvelles technologies, des nouvelles méta, comment tu te débrouilles pour bah, soit être au courant? Est-ce que tu passes beaucoup de temps sur Twitter ou tu suis des personnes en particulier? Est-ce que tu fais tes recherches toi-même? Comment tu te débrouilles pour t'organiser? Bah surtout en ce moment, c'est difficile parce que là, il y a eu un mini pump. Tout le monde est affolé. Il y a des choses qui vont dans tous les sens. C'est difficile de suivre. Ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie de rester actif sur Twitter pour voir les tendances. Je communique avec des diggers aussi, comme le mec dont je t'ai parlé avant, qui sont early sur des choses. Je fais mes propres recherches aussi. Et j'essaie de me dire, alors ça peut avoir du potentiel, pourquoi pas mettre une bille. Ça a l'air, ça a l'air nul, je passe. Et voilà. Tout en, bien sûr, à chaque fois que j'essaie un nouveau protocole, je me renseigne, je fais plusieurs wallets, des burners, des codes, etc. Ça me paraît évident quand tu testes des choses que tu connais pas. Ok, ok, ça marche. Top. Et pourquoi, et enfin, à partir de quand, ouais, et pourquoi tu as fait le switch entre t'amuser avec des NFT et t'amuser avec des shitcoins? Parce que c'était Parce que plus la méta ou? ouais, sur l'arc free mint en NFT était un peu en train de s'essouffler. Il y avait plus grand chose, il y avait beaucoup moins de monde. Et je me suis dit, ouais, il faut que je m'ouvre à d'autres opportunités pour pouvoir potentiellement atteindre un objectif que je me suis défini moi-même. Parce que c'est pas que avec des NFT que j'arriverai à faire ce que je veux. Donc forcément, tu es obligé de te renouveler, d'apprendre d'autres choses. Il faut pas rester dans sa zone de confort. Parce que quand tu dis faire ce que tu veux, c'est atteindre les objectifs que tu t'es donné. Exactement. Ouais. Ouais, Je ok. me suis fixé un palier à atteindre et bah, je ferai tout pour y arriver. Ok. Et la deadline, c'est. T'as une date ou ça dépend du boule? Ouais, ouais, ça dépend du boule, mais ce serait début 2025. Début 2025, je vends tout et... Enfin non, pas exactement, mais enfin, si je rentre dans le détail, enfin tu sais, t'as des pumps successifs. En général, t'as le BTC, après t'as le pump de 10, après t'as le pump des halts, et après le tout dernier pump, c'est le pump de la merde. Et en fait, il faut se débrouiller pour à la fois timer et à la fois sécuriser des profits dans chaque pump séparé. Et du coup, tu fais tes estimations, tu fixes une date, tu dis à tel montant et à telle date, j'ai vendu 75% de mon bac BTC, par exemple. Tu te fixes tes objectifs comme ça. Et pour quelqu'un qui débuterait ou qui vivrait son premier bull run, qui serait un peu seul dans son coin, qu'est-ce que tu lui recommandes pour bah, justement fixer ses objectifs? Parce que bon, faut pas que ce soit Bah, trop au doigt mouillé, faut que ce soit un peu cohérent aussi. ah oui, il faut que ça reste logique. Hein, Mm. Après, je suis pas fou non plus. Hein, je pense pas que le boulot qui va suivre va changer ma vie. Hein, ça c'est clair. Mais ça me permettrait d'avoir une bonne partie en plus que je pourrais un, un bon apport financier que je pourrais utiliser pour des projets personnels ou pour autre raison. Après, ce que je recommanderais, si pour quelqu'un qui débute totalement, déjà de commencer petit, même si tu as un bull run qui arrive l'année prochaine, il faut avoir la modestie de se dire je connais pas grand-chose, je vais commencer petit pour apprendre, faire beaucoup de recherches et bien s'entourer. Évidemment, mais ça c'est le plus difficile. Hein. Ça prend du temps de faire des rencontres et de connaître des gens à qui tu peux faire confiance et avec qui tu pourrais échanger. Mais pour moi, ce serait mes conseils. Après, évidemment, on va trouver le contre-exemple d'un mec qui débute, qui a fait all-in sur un truc, il a fait x 1000, bah, tant mieux pour lui, bravo. Mais sur un mec qui fait ça, il y en a 99,9 qui perdent tout.
Et puis si normalement c'était un minimum raisonnable, t'as vendu avant le fois 1000. À part si t'as Ah gardé ouais. un moonbag, mais Euh, bon. vendre en dessous de fois 1000, c'est petite bite, hein. Je dis ça, je dis rien. Non, non, je rigole. Tu veux C'est pas moi qui changer dis ta ça, vie, alors mais que tu veux faire fois 1000. Faut savoir. je suis un des mecs les plus safe qui existent. Bon, Non, écoute, blague à top. part, ouais, bon, quand tu débutes, faut vraiment prendre le temps de commencer. Après, ce qu'il faut te dire, c'est que bon, c'est un marché cyclique. Chaque année, on se dit, ouais, mais cette année, enfin, tous les 4 ans, on se dit, ouais, ça va pas recommencer, etc. Chaque année, pour l'instant, ça fait 4 ans que ça recommence. Bon, ce sera peut-être pas ce boule, mais le suivant que tu réussiras tes objectifs. Mais ouais, commencer petit, pour moi, si on connaît vraiment rien, c'est important. Ok, bah du coup, t'as presque commencé par répondre à mes questions de fin avant qu'on les attaque, quand on se dirige Bah, vers la conclusion de cet bah, épisode. tu peux les reposer, il n'y a pas de souci. Ça fait une transition parfaite. Mais oui, du coup, une des trois questions que je pose à l'ensemble de mes invités, c'est si ils avaient un conseil à donner à nos auditeurs. Est-ce que ce serait de commencer petit ou t'en aurais un autre si tu devais en garder un? Un conseil. Franchement, ouais, il y en a plusieurs, mais il y en a plusieurs que j'ai évoqués précédemment. Mais ouais, commencer petit, trouver des personnes de confiance avec qui tu peux avancer, parce que tout seul c'est possible, mais c'est compliqué. C'est plus simple quand t'as une communauté avec qui tu peux échanger. Bon, évidemment, après, il faut que tu leur fasses confiance, etc. Ça, c'est une autre chose. Et ensuite, ce que je pourrais dire, c'est respecter son plan. Ça, c'est très important, mais faut garder en tête qu'en bull run, tu as une euphorie générale et tu deviens pas forcément rationnel. Et tu t'es amené à faire des moves qui sont, quand tu les analyses à froid après, c'est de la merde totale. Donc, il faut, même si tu vends ton truc à x10 et après ça fait x1000, tu as pris du profit sur la route, pour moi, c'est une victoire. C'est ça qu'il faut se dire. Respecter sa stratégie. Il n'y a pas de petit profit. Il n'y a pas de petit profit. Même si, quand tu vas montrer tes profits, il y a des gens qui vont se foutre de ta gueule là, mais c'est de la merde, machin, machin. En fait, cette méthode, enfin, sécuriser des profits petit à petit, ça t'apporte une méthode de trading, si j'ose dire, qui permet de perdurer dans cet écosystème. Si, comme j'évoquais tout à l'heure, si tu es prêt à faire fois 1000, bah, faut que tu sois prêt à tout perdre parce que ça va dans les deux sens. C'est cette rigueur qu'il faut s'imposer. Après, ça dépend comment tu veux jouer, si tu veux rester dans le temps ou si tu veux faire fois 1000 et basta, au revoir, hein. Chacun sa stratégie. Ouais, je vois. Puis, bon, c'est vrai que souvent, si on n'est pas H24 dans l'écosystème, faire son DCA et faire un petit peu de stacking et attendre que ça monte tout seul, c'est plus efficace que d'essayer de timer tel ou tel marché ou telle collection. Bah ouais, C'est- après, en bull run, il faut se dire que tout pump. Donc, si tu as un petit bac à gauche, à droite, quoi qu'il arrive, tu vas forcément sortir des plus-values. Ça va prendre le temps et pas se précipiter. Ok, eh ben écoute, c'est noté pour cette première question et je te remercie. La Un deuxième que plaisir. je pose, c'est si tu voyais un invité francophone passer dans le podcast, qui aimerais-tu voir? Franchement, moi, j'aimerais bien voir un gros trader, genre Picsou ou Boubou. Je sais pas si tu veux. Je pense que tu vois qui c'est. Ouais, je vois, ouais. C'est des gars qui sont très très bons dans leur domaine, qui sont là depuis longtemps et qui sont très intéressants, je trouve, et qui ont beaucoup de choses à nous apporter. Eh ben, je me les note sur ma liste qui commence à trop se rallonger, qui augmente plus que le nombre d'épisodes que je fais, donc ça va pas le faire. Mais ok, ouais, c'est noté. CryptoPixel, je vois très bien et j'écoute pas mal de ses interviews. Ouais, Boubou, je il est connais un très peu moins, fort. mais je suis déjà tombé sur son compte Twitter. Ouais. Ok, ça marche. Et du coup, dernière question de ce trio final. Si tu Le avais un meilleur pour la budget fin. illimité, quel NFT tu t'offrirais? Illimité, c'est quoi? C'est en millions ou c'est en... Ah bah c'est illimité. Franchement, un punk, hein. Un crypto-punk, hein. Ce serait, si j'arrive à en avoir un jour, je serais très très heureux, hein. Et n'importe lequel, ou Après, t'as déjà regardé un petit peu la collection
Ah, il y a des traits que j'aime bien. Il y a des traits que j'aime Ouais, bien. Moi, j'aime bien le trait fumeur. Moi-même, je ne suis pas fumeur, mais je trouve que ça donne un style incroyable au punk, ceux qui ont une clope au bec. ouais, Après, j'aime bien les cheveux violets aussi. ok. En vrai, si j'arrive à avoir un punk, qu'importe lequel, je serais hyper content. Après, ouais, faut. Là, je te dis ça à froid, en n'ayant pas un budget limité. Mais si un jour j'arrive au fil des années, à avoir une très très grosse plus-value et que je peux me permettre de m'offrir un punk, je sais pas si je prendrais un punk ou un appart. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ah bah c'est Et clair. c'est, faut garder en tête que, surtout si ça monte beaucoup pendant le bull run, tu peux t'acheter potentiellement une maison avec un punk. Ça fait réfléchir. Ça aide plus au quotidien de, oui, d'avoir un toit que une PFP sympa. C'est sûr. Ouais, moi j'aime bien ceux qui ont des grosses barbes, les Ah punks. ouais, ils sont pas mal aussi. Bon bah écoute, on fera un épisode 2 quand on aura changé de PFP. J'espère, hein, mais bon, c'est pas demain la veille, pour l'instant. Bah écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Et puis, est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour clôturer cet épisode? Ou est-ce qu'on a bien fait le tour? Bah, merci pour l'invitation et bon, comme on dit chez les LEP, buy punk, now, don't cry late. Non, c'est quoi qu'ils disent? C'est buy punk, thank Mr. LEP later. Ok, eh ben écoute, on note, on va essayer de pas FOMO. Et puis on se revoit après le boule pour voir si c'était un bon call. Juste Bah après merci à la toi. vidéo, il y a un mec avec des cheveux verts qui a fait un win. Non mais Et ben merci pour merci l'invitation, Puceau pour ce moment, cette heure passée ensemble, d'avoir accepté c'était un l'invitation. Et puis plaisir. on se dit à la prochaine. C'était un plaisir. Bon courage pour tes vidéos et pour tes projets. Bye. Merci. Ciao. Bye, punk. Buy a fucking punk. Buy punk. Just buy a fucking punk. You'll get a fucking Lambo if you buy a punk. If you buy a punk. You'll get a fucking Lambo if you buy a punk. If you buy a punk. 1, 2, 3, go. Buy a fucking punk.